Comment sera la tech dans 100 ans? ChatGPT, c'est novembre 2022, 3 ans, voyez le chemin accompli. Maintenant, téléportez-vous 100 ans en arrière, 1925. Il y a des grands-mères qui ont vécu à cette époque. Et pourtant, vous auriez l'impression d'être au Moyen-Âge. Pas d'eau courante, pas de frigo, elles ont vu les 8000 satellites se lancer, tous les robots sur Mars et les téléphones passer de quelques transistors à des milliards. La petite fille qu'elle a été aurait-elle pu l'imaginer? Eh ben nous, essayons de faire de même. Le monde sera-t-il meilleur en 2125? Je vous rassure, la population mondiale ne va pas faire x4 comme au siècle précédent. On passera vraisemblablement de 8 à 10 milliards, ce qui n'est pas sans poser de problème, les terres agricoles n'étant pas infinies. Rien de cata, on a encore 450 millions d'hectares cultivables, 9% de ce qu'on a actuellement. Mais dans l'autre sens, les terres actuelles se dégradent, les campagnes se vident et les cultures vont migrer. En 2050, le nord de la France pourrait devenir une région viticole avec le réchauffement. C'est là que la tech entre en jeu. Irrigation à la gouttière près grâce à des capteurs algorithmiques, optimisation des engrais et les drones. Ça permet d'éviter les tracteurs qui abîment et espacent les cultures. Mais imaginez encore mieux, des micro-drones qui vérifient chaque jour chaque plante pour retirer les nuisibles. Fini les pesticides. Ou le déploiement de bâches de protection ultra rapidement en cas de grêle ou forte averse. De quoi booster sérieusement les rendements. Mais attends, pourquoi rester au milieu de la nature? Les fermes verticales géantes et l'agriculture en conteneurs sont déjà une réalité. Regardez ces robots tout faire. Et je suis sûre que la fraise est meilleure vu qu'on contrôle tout. On fait déjà la même chose pour la viande. À Hubei, Chine, 1 million de cochons dans ce bâtiment, élevage et abattage robotisé. Bon là par contre, pas sûr qu'on soit vraiment très enthousiaste. Surtout que pour nourrir la viande, ça prend 40% des terres arables. Ça risque de devenir très cher si on devient trop nombreux. La solution? Cultiver la viande en labo. On place des cellules souches dans un milieu nutritif, on les guide pour devenir des cellules musculaires ou graisseuses selon le persillage voulu, et voilà. On peut même déjà bio-imprimer un steak, déjà en vente à Singapour. Bon, on avait aussi imaginé faire des fermes de poulets sans cerveau pour éviter la souffrance, mais c'est un projet artistique. Pas sûr que ça voit le jour. Tout ça c'est prometteur, mais la vérité c'est qu'on s'assoit déjà sur un immense gisement de nourriture. Le gaspillage. Un tiers de la production mondiale finit à la poubelle, de quoi nourrir 2 milliards de personnes par an. Et c'est pas Théo qui finit pas son assiette, c'est un problème industriel, logistique, économique. Des startups s'y attaquent, déstockage des invendus comme les applis comme Tugo, optimisation de la chaîne de froid, transport intelligent, prévision de la demande dans la grande distribution. Impossible de savoir combien de temps ça prend, mais quand toutes ces technologies seront matures, on aura largement de quoi rendre la nourriture très accessible. Construire un monde meilleur pour 2125, c'est aussi réduire ses déchets en arrêtant de prendre ses notes sur papier. Pour ça, le futur est à portée de main avec Plodnote Pro. Ce petit boîtier de la taille d'une carte bancaire et d'à peine 30 grammes fait bien plus que capturer pendant 50 heures toute votre conversation à 5 mètres. Déjà, il les retranscrit, y compris dans un lieu bruyant grâce à un traitement audio intégré. Puis, il fournit des résumés, listes de points clés ou inside. Vous avez loupé une info importante, demandez à Plod. Posez-lui des questions sur des moments précis et il retrouve instantanément l'info exacte. Hyper pratique. C'est pas tout, connecté à vos smartphones, il s'occupe des travaux répétitifs comme vos mails ou vos plans d'exposé pour que vous puissiez vous concentrer sur la partie humaine. Vous l'avez compris, plus qu'un simple enregistreur, c'est une vraie extension de notre cerveau pour se rappeler du plus important. Ça améliore les réunions, réduit notre charge de travail et nous aide à prendre la bonne décision. Surtout, contrairement au smartphone, il n'y a pas de risque de notification, d'appel ou de distraction. Parfait pour se concentrer, mais aussi assurer la sécurité des données personnelles grâce à un cloud fiable destiné aux entreprises. Vous aussi entrez dans le monde de demain grâce au Plodnote Pro. Profitez de 15% de remise durant la période de Noël et 5 € de réduction en plus avec notre code promo TRASH. Notre lien est en description. Mais la bouffe, ce n'est qu'une partie du problème, parce qu'une fois rassasié, il faut encore loger 10 milliards de personnes. C'est pas la place qui manque sur Terre, mais plutôt que tout le monde se regroupe dans les bassins d'emploi, formant d'immenses bidonvilles. On n'est juste pas capable de suivre le rythme des constructions, en tout cas avec nos méthodes traditionnelles. La réponse, des modules préfabriqués en usine, assemblés directement sur le chantier, c'est 2 à 3 fois plus rapide et beaucoup moins cher. On peut même aller plus loin avec l'impression 3D. À Dubaï, un immeuble de 640 mètres carrés a été imprimé en 3 semaines. Au Mexique, des maisons individuelles en 24 heures. Mais il suffit pas de construire plus, il faut construire mieux. Les canicules urbaines explosent et le refroidissement devient la première source de demande énergétique. La clim consomme déjà 10% de l'électricité mondiale et sans changement, on fera x3 d'ici 2050. Heureusement, on a des solutions simples, toit clair, végétation, ombrage, ça permet de baisser la température de 3 à 4 degrés sans dépenser un seul watt. Mais soyons réalistes, le marché veut de la clim, alors autant le faire intelligemment.
par exemple avec les district cooling, ces réseaux de refroidissement collectif à l'échelle d'un quartier, permettant d'économiser 40% d'énergie. À Dubaï, certains de ces réseaux refroidissent carrément les rues à ciel ouvert. Et c'est diablement efficace, on parle de 60% d'énergie économisée par rapport aux millions de climatiseurs individuels. Des solutions, il y en a plein, mais encore faut-il qu'on accepte l'innovation et qu'on fasse dès aujourd'hui évoluer les infrastructures. Non pas par idéologie, mais par pur pragmatisme des besoins futurs. La santé en 2125. 300 millions de personnes sont touchées par une maladie rare et dans 95% des cas, il n'existe aucun traitement. Mais en 2023, la FDA a approuvé la première thérapie basée sur CRISPR, une sorte de ciseau moléculaire qui permet de modifier l'ADN humain. En gros, on prend les cellules d'un patient, on les corrige en labo et on lui réinjecte. C'est lent, complexe, hors de prix, mais pour la première fois, on a vraiment réparé une maladie génétique. Est-ce qu'on pourra corriger toutes les maladies à la naissance ? Probablement pas toutes, mais les avancées sont assez surprenantes. En 2025, un nourrisson atteint d'une maladie unique au monde a reçu un traitement sur mesure, développé en 6 mois, juste pour lui. On appelle ça une thérapie N of One. Un médicament, un patient, c'est à la fois fascinant et vertigineux. Bref, le vrai défi, ce sera plus la science, mais l'accès. Parce que pouvoir soigner, c'est bien, mais si c'est tellement cher que ça reste réservé à une poignée de personnes, ça n'a pas trop de sens. Et pour l'humain moyen, on commence à savoir mesurer l'âge réel de nos cellules grâce à des horloges biologiques. Elles analysent notre ADN, nos protéines, nos tissus et permettent de dire si notre corps est plus jeune ou plus vieux que notre âge officiel. Et là encore, on explore plusieurs pistes. Des médicaments qui ralentissent l'inflation, d'autres qui éliminent les cellules usées, ou encore des techniques qui en rajeunissent certaines. Chez la souris, certaines expériences ont déjà doublé leur durée de vie. Chez l'humain, on teste avec prudence, organe par organe. Pas d'immortalité en vue, mais une vraie santé prolongée. En 2125, le but ne sera pas de vivre 200 ans, mais d'en vivre 100, en pleine forme. Et quand un organe finit quand même par lâcher, eh ben on le remplacera. On imprime déjà des tissus humains en 3D. On fabrique des mini-organes en laboratoire et on prépare même des banques d'organes issus d'animaux modifiés. D'ici un siècle, il sera probablement aussi courant de changer de rein que de prothèse de hanche. Pour le cerveau, par contre, c'est plus compliqué. On n'utilise pas des animaux, mais la machine. En 2024, un patient paralysé a pu bouger un curseur et jouer à des jeux vidéo par la pensée. D'autres peuvent écrire des messages, faire leurs courses en ligne ou même discuter sans bouger un muscle. Les défis sont énormes. Garder ses implants stables pendant des années, transmettre assez de données pour que la pensée devienne une action fluide et surtout, sécuriser le tout. Imaginez pouvoir communiquer sans parler, enregistrer un souvenir ou interagir avec une IA par la pensée. Ce serait possible, mais encadré. Parce qu'entre soigner et améliorer, la frontière devient floue. Et ça viendra sûrement avec son lot de polémiques, de pays qui l'autoriseront et ceux qui l'interdiront. Vous seriez prêt, vous, à vivre à l'étranger pour rallonger votre vie en bonne santé ? Que fera l'IA en 2125 ? Ça, c'est un modèle de génération vidéo en 2022. Et ça, c'est ce qu'on peut faire à peine 3 ans plus tard. L'IA avance à une vitesse folle, mais jusqu'où ? On parle déjà d'AGI, une intelligence artificielle générale, capable de surpasser l'humain dans tous les domaines. Ça serait sans doute la plus grande évolution de l'histoire, une technologie qui pourrait résoudre nos problèmes, accélérer nos découvertes, et peut-être diviser par 10 notre charge de travail. Les estimations varient, certains experts parlent de 2040 ou 2050, les entreprises comme OpenAI visent 2030. Mais personne n'en sait vraiment rien. Les entreprises avancent des dates pour rassurer leurs investisseurs, et les chercheurs, eux, tombent souvent dans ce qu'on appelle le biais Maes-Gareau. Ils prédisent l'arrivée de l'AGI juste avant leur mort, assez tôt pour la voir, assez tard pour ne pas la subir. Bref, le monde est biaisé. Mais à quoi ressemblerait le monde si AGI voyait le jour ? D'après le World Economic Forum, l'IA au stade actuel pourrait supprimer 92 millions d'emplois, mais en créer 170 millions d'autres. Aujourd'hui, elle complète l'humain, elle booste notre productivité, élargit les marchés, crée de nouveaux métiers. Mais si elle devenait autonome, là l'équilibre pourrait basculer, la valeur du travail du citoyen moyen pourrait s'effondrer. La bonne nouvelle, c'est que personne n'a d'intérêt à ce que la classe moyenne s'appauvrisse. Les États ont besoin de citoyens qui consomment, les entreprises de clients qui achètent. Alors on pourrait très bien maintenir artificiellement l'emploi ou instaurer des formes de revenus universelles. Un monde d'opulence, mais aussi d'illusion, des humains payés pour exister dans une forme d'économie où la machine produit presque tout. Il y a aussi l'hypothèse de la fusion. Les implants neuronaux, écouteurs EEG et lunettes connectées deviennent les briques d'un futur où l'IA serait littéralement une extension de notre cerveau. En 2125, notre double numérique pourrait penser avec nous, se souvenir de tout, traduire nos idées en action, anticiper nos besoins avant même qu'on les formule. Un copilote mental capable d'amplifier nos capacités, de faire de nous des surhommes. Mais ça pose énormément de questions éthiques. Déjà,
qui contrôlera une telle puissance? Un État, une multinationale ou une poignée de laboratoires privés? Trop de centralisation, c'est la domination. Trop de fragmentation, c'est le chaos. Et pendant qu'on débat, l'IA s'invite déjà sur les champs de bataille. Depuis 2025, des syndromes semi-autonomes décident de qui tuer sans validation humaine. L'ONU s'en inquiète, mais aucun traité n'interdit encore ses armes. Les grandes puissances préfèrent avancer plutôt que réguler, quitte à risquer qu'un jour un simple bug déclenche une guerre. C'est là tout le paradoxe. On construit des outils pour libérer l'humain, mais il pourrait devenir le moyen le plus efficace de le contrôler. La vraie question ne sera plus jusqu'où ira l'IA, mais jusqu'où ira-t-on avec elle? Et comment va-t-elle nous aider pour la conquête spatiale? On n'est pas retourné sur la Lune depuis 1972. À l'époque, l'ordinateur de bord n'avait que 4 kilooctets de RAM, 2 millions de fois moins qu'un smartphone actuel. Alors pourquoi on n'a toujours pas de selfie lunaire avec un smartphone? Parce que cette fois, le but n'est pas d'y poser le pied, mais d'y rester. C'est un chouïa plus compliqué. On prépare actuellement la construction d'une base au pôle sud de la Lune, un endroit parfait, des zones d'ombre pour piéger la glace et une lumière quasi permanente pour l'énergie solaire. Pas question d'envoyer des maçons. La construction se fera par impression 3D à partir de la poussière lunaire. Des robots vont extraire le régolithe, le fondre à très haute température et bâtir des habitats couche par couche. Les premiers modules devraient voir le jour à partir de 2030. Cette base permettra à des astronautes de vivre plusieurs mois sur place et à terme, la station de lancement. Car sur la Lune, la gravité est 6 fois plus faible. Décoller demande beaucoup moins d'énergie. On pourrait donc ravitailler les fusées sur place et envoyer bien plus de charges utiles vers Mars. Parce que justement, Mars, c'est l'étape suivante. On devrait y poser le pied entre 2030 et 2040 pour installer les premières infrastructures. Production d'énergie solaire et nucléaire, fabrication locale de carburant et base de ravitaillement. Vers 2060, les colonies deviendront autonomes. Eau, oxygène, nourriture et énergie produits sur place et le premier natif martien. Enfin, ça c'est en théorie. La vraie question c'est pourquoi faire? Ok, c'est super cool, mais si la population stagne et la technologie permet de nourrir tout le monde, pourquoi aller se cailler là-bas? La colonisation spatiale, c'est un rêve du siècle précédent, l'époque de Jules Verne où on imaginait une planète surpeuplée et inhabitable. Ça n'arrivera pas. Non, si colonisation spatiale il y a, ce serait quelques ingénieurs venus exploiter les ressources, notamment l'hélium 3 nécessaire à la fusion nucléaire, mais aussi le deutérium qu'on extrait de l'eau. Pas sûr que ce soit accepté sur Terre, d'où une exploitation possible de la glace spatiale, sans compter les métaux rares. D'après un article d'Harvard, les 10 astéroïdes les plus proches de la Terre auraient une valeur matérielle de plus de 1500 milliards de dollars. Tout ça consomme énormément d'énergie et on le sait, le pétrole va commencer à diminuer. En 2060, le prix sans inflation triplera. En 2125, fois 20. 1300 $ le baril contre 65 aujourd'hui. Une fusée en demande des milliers. Tout ce dont on a parlé repose sur l'hypothèse qu'on trouve de nouvelles sources d'énergie abondantes et pas chères. Des fusées à hydrogène cryogénisé existent, des missiles à propulsion nucléaire aussi. Le Bourvechnik russe a fait son premier vol il y a peu. Un vrai Tchernobyl volant. Une explosion rendrait une zone de 30 km inhabitable pendant des décennies. Un tel scandale freinerait encore l'adoption du nucléaire et nous condamnerait à l'appauvrissement global. La fusion reste encore hypothétique. On arrive à créer du plasma, mais arrivera-t-on à le maintenir longtemps et à lui faire produire plus d'énergie qu'il n'en consomme? Faut parier là-dessus, parce que notre destin se joue là. Sur le stockage aussi, les batteries actuelles atteignent leurs limites. Dites-vous que c'est 30% du poids d'une Tesla pour 4 à 6 heures d'autonomie sur autoroute. Les batteries lithium-sulfure ou les piles à hydrogène ont un énorme potentiel, capable de stocker 3 fois plus qu'actuellement. Avec une vaste infrastructure de recharge automatisée, vous ne perdriez plus jamais votre temps à attendre. On parle, mais en réalité notre courbure d'évolution est exponentielle. Chaque nouvelle technologie nous permet de chercher et produire plus. Alors le monde dans 100 ans sera sûrement diamétralement différent de ce qu'on imagine avec nos concepts actuels. Dystopie, utopie ou un mix un peu décevant, dites-nous ce que vous imaginez pour le monde dans 100 ans.